degrés en pleine. Excellente journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Une centaine de parents d'élèves défilent en ce moment à Grenoble. Ils refusent que les écoles où leurs enfants sont scolarisés sortent du réseau d'éducation prioritaire. C'est notamment le cas des écoles Jean Jaurès et Paul Vaillant-Couturier à Échirolles. Nous retrouverons Cédric Lepoitvin sur place en direct de la manifestation. Et puis nous recevrons l'humoriste isérois Cédric Chartier. Il nous parlera de son spectacle Edgar, conseiller funéraire. Un spectacle à voir en ce moment à Grenoble. Un humour bien noir et décapant, tout y passe. La maladie, le suicide, la mort, le tout traité sans retenue. Enfin, un mot de votre météo après une belle matinée. Les nuages prennent de l'ampleur cet après-midi sur les massifs et des orages sont à prévoir. Les pluies seront localement fortes. Les températures restent douces de 21 à 27 degrés. Ils ont trouvé porte close ce matin. Plusieurs écoles de Grenoble, Fontaine et Échirolles sont fermées ce mardi. Des actions organisées notamment par le collectif Touche pas à mon REP. Ces parents refusent que leurs écoles, dont Jean Jaurès et Paul Vaillant à Échirolles, sortent du réseau d'éducation prioritaire. Ils ont entrepris une marche ce matin. Les détails avec Cédric Lepoitvin et Franck Serroni. Depuis janvier, le comité Touche pas à mon REP, qui réunit parents d'élèves et enseignants, se mobilise. Ce matin, devant les deux groupes scolaires, Jean Jaurès et Vaillant-Couturier à Échirolles, tous contestaient la sortie des établissements du réseau éducation prioritaire. Une sortie qui fragiliserait, selon les enseignants, le système d'éducation. Le changement qui risque de se produire, c'est de voir les effectifs dans les classes augmenter. Donc des classes qui sont déjà chargées en réseau d'éducation prioritaire à notre goût, donc d'autant plus chargées en sortant du réseau d'éducation prioritaire. On voit aussi la stabilité des équipes mise à mal, puisque dit sortie du réseau, dit mouvement des équipes. Donc pour le travail en projet et tout ce qui est mené depuis des années, pour nous, ça veut dire que tout le travail fait depuis des années est mis à mal et les équipes déstabilisées. Dans ce quartier dit prioritaire, les parents d'élèves ont du mal à suivre ces changements de décision ministérielle, ni même le retrait des avantages sociaux du REP. Ce qu'il permettait, c'est la mixité sociale qu'il y avait sur les écoles, c'est les revenus des parents modestes, le fait que les enfants qui fréquentent cette école viennent de quartiers qui vont passer là, en quartier prioritaire politique de la ville. Donc c'est quand même une réalité vu que ça a été reconnu quartier prioritaire. Donc à un moment, il y a une divergence entre les ministères et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Dans ce quartier, au total, près de 400 élèves sont scolarisés dans l'ensemble des deux groupes scolaires. Voilà, et nous retrouvons sur place Cédric Lepoitvin. Bonjour Cédric. Où en est-on de cette marche organisée par les parents d'élèves ? Eh bien Pauline, vous le voyez certainement derrière moi, le cortège fait son retour devant l'école Jean Jaurès. Le point de départ de cette mobilisation ce matin qui a eu lieu à 9 h, les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'établissement ont fait symboliquement le tour du quartier de la Viscose, ce même quartier d'Échirolles qui est concerné de très près par la sortie du réseau éducation prioritaire, le REP, des deux groupes scolaires, Jean Jaurès et Vaillant-Couturier. Les manifestants vont maintenant se restaurer, échanger, avant de déterminer de futures lignes de défense possibles pour de possibles mobilisations à venir. Car ils comptent bien ne pas en rester là et se défendre jusqu'au bout. Merci beaucoup Cédric. Nous ferons un point ce soir à 19 h. En Isère, toujours importante opération de recensement dans le bidonville de l'avenue Esmonin à Grenoble. C'est une conséquence de la circulaire Valls qui impose de compter précisément le nombre de Roms présents dans les camps. Son démantèlement avait été annoncé par le maire de Grenoble, Éric Piolle. Et justement, la semaine dernière, une de nos équipes a suivi le quotidien de ces familles, notamment celles et ceux qui se battent pour s'en sortir. Certains ont même trouvé du travail. C'est le cas de Gabriella. Cédric Picot et Dominique Sommet l'ont rencontré pour le premier épisode de cette série consacrée au bidonville Esmonin. Maraîchage et jardinage, c'est désormais le quotidien de Gabriella. Dans ce chantier d'insertion, loin du bidonville Esmonin, la jeune femme a trouvé un emploi, synonyme de nouveau départ. Et ça change ma vie. Il m'a donné la chance de vivre. Comme je veux dire, un espoir, par exemple. Ça. Si j'arrive à travailler, je peux avoir droit pour un logement,
Mon mari aussi, il travaille. J'ai un petit-fils, je vais la mettre à l'école, quand il va commencer à l'école au mois de septembre. Et on peut vivre une vie meilleure comme avant, je veux dire. Saisir sa chance. Depuis 2 mois, Gabriela travaille 7 heures par jour pour faire ses preuves. Une motivation qui a convaincu. Depuis quelques semaines, ses employeurs la font travailler à temps plein. C'est une personne qu'on voit contente de travailler, efficace, autonome. Elle est parmi les meilleures ouvrières. Une employée modèle qui retrouve chaque soir sa famille et son bidonville, avenue Esmonin. Avec son mari et sa fille, Gabriela a déjà vécu dans 5 campements différents en 5 ans dans l'agglomération grenobloise. Depuis le 1er janvier 2014, ces Roms de Roumanie ont le droit de travailler en France comme n'importe quel citoyen de l'Union européenne. Dans cette famille, les 2 parents ont trouvé un emploi, mais pas encore de logement. On a demandé même un chalem. J'ai dit un chalem, on paye comme tous les Français, électricité, l'eau, tout ça. On ne voulait pas de gratuit. On paye, c'est pas grave. Mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui pose un problème. Ça, ça fait presque 1 année que je commence cette papier pour faire pour la maison, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça bloque. Je ne comprends pas. En attendant mieux, Gabriela, Marius et leurs voisins ont construit ces maisons de fortune. Un foyer qu'ils sont fiers de montrer aux visiteurs. Des intérieurs soignés, faits de récup, une preuve de leur habileté et de leur savoir-faire. La plupart ont eu beaucoup d'expérience en Roumanie de travail, mais n'ont pas de diplôme, pas de cursus scolaire. Donc du coup, on travaille énormément sur les compétences et mettre en avant ces compétences qu'ils ont pu développer. Donc que ce soit dans les travaux de la terre, les travaux du bâtiment. Beaucoup ont travaillé dans les usines de chaussures en Roumanie. Du coup, on a vraiment beaucoup de profils de gens volontaires avec une forte envie de travailler. Et sur la majorité des personnes, si on vient, qu'on leur propose un travail, ils n'y refuseront pas. Et peu importe le travail, le salaire, c'est des gens qui ont envie de s'en sortir et de s'insérer en France, quoi. Qui ont leur avenir ici et qui ne parlent que de leur avenir ici, quoi. En Roumanie, les Roms doivent travailler presque 2 fois plus pour gagner environ 7 fois moins. Au bidonville de l'avenue Esmonin, tout le monde espère rester en France et offrir une vie meilleure à ses enfants. Sur les 400 habitants du campement, la moitié a moins de 18 ans. Comment améliorer la prise en charge de la douleur d'un patient sans forcément avoir recours aux médicaments? Eh bien aujourd'hui, de nombreux hôpitaux, dont celui de Chambéry, testent des pratiques alternatives qui se rapprochent de la sophrologie ou encore de la relaxation en utilisant la parole. Nathalie Rapuc et Dominique Sommet. Donc je vais faire le soin, si vous souhaitez. Est-ce que ça vous ferait plaisir de vous évader un peu pendant ce soin? Je suis bien là. Sentir l'oreiller bien calé sous la nuque. Les épaules sont relâchées. Patricia va faire un pansement douloureux à ce patient atteint d'un cancer ORL. Elle lui propose de se replonger dans le souvenir agréable d'une promenade. Elle applique la technique psychocorporelle, mais ce n'est pas systématique. Ça va se faire spontanément, naturellement pendant mon soin. Si je sens un patient plus anxieux, inquiet, ou si avant le patient m'a évoqué une balade qu'il a fait, un week-end, un repas en famille agréable. Donc on va l'amener dans ces images positives. Vous pouvez ouvrir les yeux et le pansement est terminé. Je pense que c'est quelque chose qui est important, le psychisme, dans les guérisons en général. D'avoir le moral, de se sentir bien. Diplômée en relaxation, sophrologie et hypnose, Patricia pratique régulièrement ces techniques qu'elle a transmises à l'ensemble du service oncologie jour. Un atout pour les patients, mais pas seulement. Tous les soignants qui ont fait cette formation ont senti que ça les aidait. Et elles avaient certaines disaient une bouffée d'oxygène dans ma pratique professionnelle. Direction les urgences. Dans ce service, le personnel travaille sous pression constante. Ici aussi, les médecins valorisent les techniques non médicamenteuses. Sur 130 personnes, une trentaine de soignants ont été formés à la communication thérapeutique. On est sur baisser une anxiété, aider à la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose qui peut être très rapide. Et avoir des moyens de communication qui ne soient pas à accentuer encore l'anxiété des patients qui se retrouvent aux urgences. Le développement de ces pratiques a été possible grâce à la fondation Apicil de Lyon qui finance une partie de ces formations. Plus de 400 projets sont en cours partout en France pour améliorer la prise en charge de la douleur.
Plusieurs chercheurs, dont des Grenoblois et des Savoyards, étaient au Népal au moment du séisme. Ils effectuaient alors des recherches sur l'impact de l'altitude, notamment sur le sommeil ou encore ce qu'on appelle le mal des montagnes. Un film retraçant leur aventure va bientôt sortir. Françoise Gay et Dominique Sommet ont rencontré l'un de ces chercheurs pour la chronique montagne de ce mardi. Au pied du Manaslu, le 8e plus haut sommet de la planète, un laboratoire exceptionnel à plus de 5000 mètres d'altitude. Ici, durant 5 semaines, chercheurs et médecins français ont planché sur 2 thèmes originaux, l'impact de l'altitude sur le sommeil et l'intérêt d'un masque inédit pour combattre le mal des montagnes. Samuel Vergès était le coordinateur de l'équipe de recherche. Incongru dans son bureau, 2 bidons d'expédition tout juste rentrés du Népal. Ces bidons-là en particulier, ils étaient en plein milieu de la montagne lorsque le séisme est survenu en fin de séjour. Donc on a récupéré tout ce matériel scientifique qui nous a suivis à plus de 5000 mètres d'altitude et qui arrive maintenant plusieurs semaines après l'expédition. Le séisme, l'équipe l'a vécu de retour à Katmandou. Tous sains et saufs, mais à Grenoble, le passage du tram fait encore tressaillir le chercheur. Au moindre tremblement du sol, en fait, on a vraiment ce réflexe inscrit lorsque le sol bouge d'une peur, d'une panique, suite à ces secousses répétées, y compris après le tremblement de terre initial. Un trek de plusieurs jours pour atteindre le Larkia Pass, 800 kg de matériel hissé à dos d'homme et installé au camp de base. Malgré des conditions hivernales imprévues pour un mois d'avril, le programme a bien pu se dérouler. Tester une quarantaine de randonneurs volontaires pour le petit jeu du cobaye scientifique. Donc là, nous avons 2 sujets qui passent sur le protocole PEP. Donc c'est une pression expiratoire positive pendant 45 minutes. Et voilà, on va essayer de passer 8 sujets aujourd'hui dans la journée. On avait des tentes qui nous servaient de laboratoire, en fait, où était tout installé notre matériel de recherche. Et donc, pour ce qui est de nos mesures, on a réalisé des mesures par Doppler de la fonction cardiaque, de la fonction cérébrale, également de traces de ce que l'on appelle de l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire des fuites d'eau en quelque sorte dans les poumons, qui est un mécanisme propre à la haute altitude. Ce laboratoire au cœur de l'Himalaya, c'est la poursuite des expérimentations menées en 2011 à l'Observatoire Valo, dans le massif du Mont Blanc. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bien, bouge pas. Premier sujet de recherche, les modifications du sommeil en altitude. Nos recherches ont montré ces dernières années à quel point le sommeil était une phase de vulnérabilité, en quelque sorte, face au manque d'oxygène à l'altitude. Et du coup, comprendre en quoi ces modifications du sommeil participent à ce que l'on appelle le mal aigu des montagnes, au défaut d'acclimatation, est une thématique vraiment importante pour nous. Au pied du Manaslu, 2e test en altitude réelle, ce nouveau masque léger, peu encombrant, conçu et mis au point à Grenoble. En imposant une résistance à l'expiration, il crée une surpression dans les poumons et pourrait se montrer aussi efficace qu'un caisson hyperbare. On voit très rapidement, au bout de quelques minutes, une amélioration de l'oxygénation du sang. Et ça équivaut finalement à une vraie descente par rapport à une altitude, par exemple, de 5000 mètres d'altitude. Après quelques minutes de respiration avec ce masque, on se retrouve à une altitude équivalente de plutôt 3500 mètres d'altitude, ce qui est une très grosse différence en quelques minutes. À terme, ce nouveau masque pourrait faire partie de l'équipement de base du randonneur d'altitude. Manaslu 2015, une expédition scientifique et humaine à découvrir bientôt sur vos écrans. Mon invité ce midi parcourt les salles françaises avec son spectacle joliment baptisé Edgar, conseiller funéraire. Il est actuellement au Café-Théâtre La Basse-Cour à Grenoble jusqu'à vendredi inclus. Cédric Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Bourgoin-Jallieu en Isère et vous êtes l'artiste dont on parle pas mal en ce moment, notamment pour votre façon de traiter la mort avec un humour noir et décalé. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de regarder un extrait de votre spectacle. D'accord. Centre funéraire, mon beau sapin, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Madame, mais c'est que madame a la voix très grave. Alors madame anticipe. Un petit devis avant de passer au four. Non, madame appelle pour son petit. Brandon, votre fils adoptif. Oh mon Dieu, c'est atroce. Ah oui, ça je peux pas. Un prénom comme Brandon, c'est atroce. Brandon, Kevin, Jonathan. Ces prénoms à l'américaine donnent un côté fast-food à mes pierres tombales. Et j'aime pas ça.
Comme disait cet éminent médecin légiste, le professeur Puzzle, que ce soit un Big Mac ou un Maccabée, ça reste de la viande morte servie sur un plateau. Ah non, commencez pas. Ah non, ne pleurez pas, non. Écoutez, n'en rajoutez pas, ce n'est qu'un enfant adopté. Vous souffrez, vous souffrez. Madame, savez-vous vraiment ce qu'est la souffrance? Bah, si vous aviez accouché, vous le sauriez. Pourquoi cette thématique de la mort, Cédric Chartier? Parce que c'est un sujet qui m'amuse beaucoup. Voilà, donc étant donné qu'elle aura le dernier mot, je préfère en rire jusqu'à ce que ça arrive. Donc c'est un sujet qui m'a toujours inspiré, même dans mes lectures quand j'étais enfant, passionné par Dracula, Edgar Allan Poe. Donc c'est un thème qui vraiment me plaît depuis toujours. Et vous pensez donc qu'on peut rire de tout? Oui, bah, je préfère rire de tout que rire de rien, voilà, parce que les sujets éculés ou les grosses ficelles de l'humour m'amusent, moi, en tout cas, absolument pas. Donc je préfère rire de sujets un peu plus tabous, un peu plus dérangeants. Et puis on peut un peu approfondir le sujet, justement. Est-ce que vous sentez parfois de la gêne dans le public? Oui, ouais. En permanence, ouais. C'est ce qui me plaît. Si c'était que de la gêne pendant 1h20 de spectacle, ça me dérangerait. Mais là, c'est une alternance de rire, d'applaudissements, de gêne, parfois de dégoût. En fait, j'aime bien créer de l'ambiguïté, des sentiments différents pendant le spectacle. C'est ce que je recherche et c'est ce que je commence vraiment à obtenir. Donc, ça me plaît. En tout cas. Et vous écrivez tous vos textes. Mais en revanche, alors vous n'avez pas du tout de formation de comédien, de comédie. Vous me disiez, vous n'étiez jamais monté sur scène auparavant. C'est un vrai challenge, ça, de monter sur scène. Tout à fait, ouais. Je suis l'unique auteur de mon spectacle. J'écris un petit peu aussi pour d'autres projets ou d'autres artistes. Mais après, le fait de monter sur scène, c'est inespéré parce que avant de monter sur scène, jamais pris la parole en public. Donc, il fallait aussi que j'assume mes textes. Donc, j'ai testé quelques scènes ouvertes à l'Espace Gerson, en particulier à Lyon. Ça a très bien marché, donc j'ai continué. Et alors, vous avez un parrain quand même assez connu, Pascal Légitimus. Oui. En quoi est-ce qu'il vous aide? Au départ, il était surtout à la mise en scène. Il voulait un petit peu tout gérer, même que ce soit l'affiche, le costume, quelques éléments de texte. Et puis, au final, on s'est dit que j'avais un univers vraiment singulier. Donc, il ne fallait pas forcément le polluer avec d'autres pattes. Je pense qu'il faut que je garde mon identité artistique. Donc là, il est plus au coaching comédien. Évidemment, il me donne encore des conseils sur la mise en scène où, plutôt que de me rajouter du texte, ils m'ont fait enlever. Il a eu un coup de cœur pour vous? On s'est rencontrés à Paris, justement. Il a fait une lecture de mon spectacle. Il avait entendu parler de moi au Festival d'Avignon. Puis après la lecture, il a eu un coup de cœur pour l'écriture. Donc on a signé tout de suite derrière. Merci en tout cas beaucoup, Cédric Chartier, d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre accueil. Infiniment. Pour finir, un mot de cyclisme avec le Critérium du Dauphiné. Hier, Nasser Boigny a remporté au sprint la deuxième étape entre le Bourget-du-Lac et Villars-les-Dombes. Au classement général, le champion de Grande-Bretagne, Peter Kenhoff, vainqueur dimanche de la première étape, conserve sa place de leader devant Sacha Modolo et Nasser Boigny. Au programme, aujourd'hui, un contre-la-montre par équipe organisé entre Roanne et Montagny, 24,5 km. Une course à suivre en direct sur notre site internet France 3 Alpes à partir de 13h45. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue justement sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Ce soir à 19h, vous retrouverez Daniel Despin pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi.